Bonjour. Combien de fois encore, et surtout avec quel objectif inavoué, va-t-on lire le mauvais procès fait à Freud à propos du passage de la neurotica à la théorie du fantasme? Combien de fois encore va-t-on l'accuser d'avoir voulu cacher ou refuser d'affronter quelque chose? L'accusation répétée de négliger les victimes, de ne pas porter crédit à leurs paroles, de nier les abus perpétrés à leur encontre, est non seulement lassante, mais également infondée. Alors si vous le voulez bien, commençons par un exemple parfaitement accessible pour qui accepte de lire avec un peu d'application. Il suffit de taper dans un moteur de recherche « Un enfant est battu » pour trouver des centaines d'articles, de références, d'interprétations, d'exégèses de ce texte écrit par Freud en 1919. Pourtant, infiniment peu nombreux, pour ne pas dire rarissimes, sont les lecteurs qui mettent en lumière dans le texte cette phrase qui dit l'acceptation d'une responsabilité majeure chez Freud. C'est au médecin à élever la voix en faveur du droit de l'enfance. Un devoir qui sera repris bien longtemps après dans l'article 43 du Code de déontologie médicale. Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage. Allons plus loin. N'évoquons pas seulement le Freud des trois essais, mais aussi et surtout le Freud de l'abrégé, rédigé à la veille de sa mort et demeuré inachevé. L'abrégé, un texte dans lequel Freud rappelle l'étiologie post-traumatique infantile de nombre de pathologies. Quand il évoque, je cite, l'élément capital survenu dans l'enfance, il s'agit bien, traduit de l'allemand, de l'abus sexuel de l'enfant par l'adulte. Il s'agit de viol et de toutes les formes de maltraitance sexuelle sur l'enfant. Si nous reprenons l'ouvrage de Freud, nous retrouvons la trace du propos suivant, traduit il y a plus de 20 ans par Laplanche. Notre attention doit être attirée d'abord par les répercussions de certaines influences qui, si elles ne s'exercent pas sur tous les enfants, sont malgré tout assez fréquentes. Abus sexuels perpétrés par des adultes, séduction par d'autres enfants un peu plus âgés, frères ou sœurs, et, chose à laquelle on ne s'attendrait pas, impression produite par la participation comme témoin auditif ou visuel à des rapports sexuels entre adultes, les parents, etc. Il est facile d'observer combien la réceptivité sexuelle de l'enfant est éveillée par de pareils faits. Fin de citation. Alors, lorsqu'on évoque le sujet, on entend souvent répondre que Freud ne parle pas avec précision d'un inceste. Mais, d'une part, on sait très bien que l'étendue du spectre de l'incestuel peut provoquer au moins autant de dégâts sur l'enfant qu'un inceste. Et puis d'autre part, soyons honnêtes, qui peut bien être cet adulte proche de l'enfant, sinon un proche, justement, un parent, un frère ou une sœur, un oncle, un grand-père, un cousin. Donc pour Freud, il ne s'agit pas de fantasme de viol. Il s'agit bien d'actes, il s'agit de faits dont l'enfant a été parfois témoin et parfois victime. Enfin, dernière étape de notre parcours visant à démontrer que Freud n'a pas renoncé à sa théorie de la séduction, même après la théorie du fantasme. Sa correspondance avec l'ami Fliss. Toutes les censures exercées sur cette correspondance, heureusement levées désormais, concernaient des traumas sexuels précoces, des viols, des incestes, des actes de pur sadisme.
des actes rapportés dans un langage très cru et qui ont dû paraître tellement insupportables au puritanisme de l'époque que l'on comprend mieux la chape de silence qui a étouffé ces propos. Des propos que l'on retrouve chez Sándor Ferenczi dans son ouvrage Confusion des langues, et aussi chez ce psychanalyste audacieux et créatif qu'était Georges Devereux, notamment dans La voix des enfants. Il faut souligner la lucidité avec laquelle il mettait de la lumière sur les comportements de nombreux parents. Comportements parfaitement révélateurs de tendances destructrices et séductrices inconscientes. Parents supposés adultes du fait de leur âge et pourtant animés d'attitudes infantiles, psychopathiques, perverses, meurtrières ou incestueuses. Attitudes dont l'actualité témoigne hélas au quotidien. Parents qui sont à l'origine des cohortes de patients, quel que soit leur âge, qui hantent nos cabinets parce que voués dès la naissance à des souffrances terribles et à des pathologies mentales souvent très handicapantes. En conclusion de mon propos, et pour tenter de demeurer le plus fidèlement possible dans les pas de Freud, Ferenczi et Devereux, je voudrais mettre en avant les points suivants. Premier point, la clinique quotidienne nous confirme que la théorie de la séduction et la théorie du fantasme ne s'excluent pas l'une l'autre. C'est un aveuglement que de ne jurer que par l'une et d'exclure l'autre. Il y a des situations dans lesquelles les faits sont avérés, d'autres situations dans lesquelles le fantasme se déchire. Ensuite, le mensonge. Le mensonge peut être le fait d'un enfant comme d'un adulte. Il n'y a de place ni pour une suspicion systématique, ni pour une sacralisation absolue de la parole de l'enfant. Il nous faut nous dégager des idéalismes béats aussi bien que des certitudes. Et enfin, non, le désir d'être parent ne garantit en rien que l'on saura offrir à l'enfant les conditions d'un développement suffisamment bon. Non, l'amour ne suffit pas, comme le disait très justement Bettelheim. Et non, l'amour ne justifie pas tous les comportements, même si le parent imagine que ce qu'il fait est bénéfique à l'enfant. Puisque l'enfant est la matrice au sein de laquelle se développe la sexualité du futur adulte, alors l'adolescent, puis l'adulte, ne pourront échapper au destin de devenir actifs, comme l'a été leur agresseur, et donc de s'identifier à leur agresseur dans une loyauté invisible.